Bonjour, la chaîne a pour but de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Du coup, parlons de quelque chose qui n'a a priori rien à voir avec la microbiologie, la pluie. Get in. Il y a des bactéries qui ont des super pouvoirs de fou, et parmi elles, certaines font geler l'eau. Ceci est possible par une protéine qui se situe sur la membrane externe de la bactérie. Membrane externe, épisode 1 de la chaîne. Entre l'abondance de bactéries et les températures chaudes, ces bactéries sont considérées comme étant la source de gel la plus active dans la nature. Ces organismes étant des pathogènes pour les plantes, ils sont donc très étudiés pour plusieurs raisons. Certaines plus étonnantes que d'autres. Vous le savez, mais les plantes sont couvertes de bactéries. Et parmi ces bactéries, il y a des bactéries qui provoquent le gel. C'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte kiwi. On les appelle des agents de gel biologiques, ou Biological Nice Nucleator en anglais, des BIN. Magic. Et ces micro-organismes catalysent la transformation de l'eau en glace. Mais avant de parler de plantes, on va prendre un peu de hauteur. Alors au début, les bactéries capables de provoquer le gel de l'eau ont été détectées par des météorologistes. C'est même un météorologiste français qui les a identifiées dans des cristaux de glace, même s'il ne savait pas que c'était les bactéries qui créaient cette glace. Pas mal, non? C'est français. C'est Valli qui a fait le lien entre bactéries, gel et lésions aux plantes. À la star des bactéries gelantes, j'ai pas d'idée de nom en français, donc bon, si vous en avez, eh ben n'hésitez pas, les commentaires sont là, c'est Pseudomonas syringae, qui, pour des raisons de classification, s'est vu classé en pathovar. Un pathovar, c'est des sous-espèces classées en fonction de leur pathogénicité. Mais oui, c'est clair. Un exemple tout bête, le pathovar syringae était isolé du lilas, le nom de la plante étant syringa, alors que pour le pathovar piscis, ça vient des pois, du genre pisum. Il y a d'autres types de bactéries responsables de dommages par le gel avec leurs spécificités d'autres. Le gène pour la formation de gel a été découvert il y a quelques temps, cloné, séquencé et la protéine qui en résulte a été étudiée. On a trouvé qu'il y a des séquences de 8 acides aminés qui se répètent dans la structure, qui est la séquence qui va s'aligner avec les cristaux d'eau, servant de base rigide pour la formation de glace. Et de là, on a fait le lien entre ça et les dommages liés au froid, parce que l'eau ne gèle pas si facilement. Non, non, non. En absence de catalyseur, l'eau peut rester stable en dessous de 0 degré, ce que l'on va appeler de l'eau super froide. On saluera l'inventivité. Si vous voulez de l'eau qui gèle spontanément sans catalyseur, on va devoir descendre à moins 39 degrés. Bon, pas froid. Du coup, soit on vit dans des régions polaires où on a des hivers très costauds, ou on a des catalyseurs pour geler notre eau. La transformation d'eau liquide en solide vient d'assemblage de quelques molécules qui s'assemblent et qui vont entraîner une réaction en chaîne une fois que l'on a atteint une masse critique. On se retrouve avec un noyau dur, duquel le processus de gel va démarrer. Et là, on va commencer à faire de l'énergétique. Youpi. Parce que le nombre de molécules dont on a besoin va dépendre de la température. Par exemple, à moins 40 degrés, on commence à avoir la formation d'un cristal avec un cluster de 70 molécules d'eau. Quand on est à moins 5, il nous en faut 45 000. Vous avez 2 publications qui vous donneront plus de détails sur ce processus. On peut également abaisser le niveau de molécules dont on a besoin si notre cristal rentre en contact avec un support, une impureté ou n'importe quoi d'autre qui n'est pas de l'eau. Enfin, l'angle d'approche sur ce support joue un rôle, et ainsi on peut passer de 45 000 à 600 molécules à moins 5 degrés si notre mini cristal rentre en contact avec un support à 30 degrés. L'angle, pas la température. La très grande majorité des protéines induisant la glaciation sont des protéines, et les organismes ont, dans la plupart des cas, la capacité de guider la formation de glace pour éviter que ça leur retombe dessus plus tard, genre être bloqué par les cristaux de glace. À la boulette. Il y a relativement peu de bactéries connues pour entraîner de glaciation, la majorité d'entre elles étant associées à des plantes. Oh, voilà une belle plante. Pseudomonas syringae, viridiflava ou Panthera agglomerans, avant qui était nommé Awina herbicola, et Xanthominas campestris, pour votre culture G. La capacité de glaciation des bactéries est due à des protéines qui se trouvent sur la membrane externe. Ces protéines vont entraîner la formation de glace en orientant les molécules d'eau de manière à catalyser la formation de glace en dessous de 0 degré. De manière intéressante, les protéines responsables de ce phénomène et leurs gènes ont des structures très proches entre elles, ce qui suggère une origine commune de la part d'un ancêtre commun, l'évolution, tout ça. Tout en ayant une structure assez unique pour ne pas être retrouvée chez des bactéries qui n'ont pas recours à la glaciation, que ce soit d'un point de vue de leur fonction ou de leur séquence en aminoacides. Le gène qui contrôle la glaciation est connu de plusieurs bactéries et sa séquence est connue.
on sait lequel et on sait sa séquence. Et c'est le gène INA. De cette séquence, on peut déduire l'organisation des acides aminés et donc la structure des protéines. On a donc la structure primaire, l'alignement des acides aminés, puis la structure secondaire avec des sous-structures telles que les feuillets bêta et les hélices alpha. Puis on a la structure tertiaire qui est l'organisation de ces feuillets en hélices entre eux. Et grâce à ça, on peut prédire le site actif, la structure hydrophobe ou hydrophile de la protéine, bref, plein de trucs sympas pour étudier les protéines. Et on a fait ça pour le gène INA. On a trouvé que le gène INA, et toutes les petites variantes que l'on trouve d'une espèce à l'autre, a un cœur qui code pour une séquence répétée de 24, 48 ou 144 nucléotides, codant pour 8, 16 ou 48 acides aminés. Ce qui confirme à quel point ce gène est très conservé entre les différentes souches qui le possèdent. Cette périodicité permet de retenir les molécules d'eau et sert de modèle pour la formation de glace. Un des modèles de protéines décodées par INA-Z chez P. syringae montre la répétité d'un motif à 8 peptides qui forment une série de boucles qui vont servir de base pour la glaciation. La synthèse de ces protéines dépend des conditions environnementales, parce que ces protéines ne sont pas produites à plein tube en permanence. C'est un mécanisme régulé principalement par la température, en général en dessous de 15 degrés, et de la disponibilité en nutriments. En plus, on a 3 types de ces protéines. Le type 1, qui catalyse la glaciation entre -2 et -5, le type 2, entre -5 et -7, et le type 3, en dessous de -7. Je crois que j'ai jeté un froid. La différence de température est due à la différence de taille du site de nucléation, là où la glaciation a débuté à partir d'un cristal sur la membrane externe. Des chercheurs ont remarqué que plus l'agrégat est grand et plus la glaciation est efficace. Des chercheurs se sont dit que c'était une bonne idée de modifier génétiquement des bactéries glaçantes en les privant de leur gène INA, pour qu'elles colonisent les plantes à la place de bactéries naturelles, évitant les dommages par gélure sur les plantations. Ça ouvre le débat sur l'utilisation d'OGM dans l'environnement, par exemple, à un certain coût également, économique et un petit peu environnemental. Une autre idée était de croiser les plantes pour qu'elles deviennent résistantes aux dommages par le gel, soit par mécanisme physiologique de défense contre le gel, ou contre les bactéries qui produisent INA. Une autre idée étant d'utiliser ces bactéries glaçantes en tant que désherbants, pour les plantes dont on ne veut pas en tant qu'alternative aux produits chimiques qui font ce qu'ils font. Ce qui reste plus naturel que de répandre votre désherbant comme un Américain pendant le Vietnam. Mais à quoi ça sert de s'intéresser à ça? Vous vous en doutez, quand quelque chose est un sujet d'étude, c'est surtout pour l'argent. J'aime l'argent. La connaissance scientifique, malheureusement... Nique ta mère. Pour P. syringae, on a le produit Snowmax par exemple, une culture de bébête qui a été enrichie puis irradiée par des rayons gamma, non ça fait pas un HUC, et que l'on utilise pour les canons à neige. Donc si vous faites partie de ces petits bourges qui vont au ski, sachez que vous skiez sur des millions de cadavres de bactéries. Pour le mauvais côté de ça, c'est qu'on se retrouve avec des stations de ski qui utilisent des réserves d'eau telles que les lacs et les rivières. On peut utiliser les protéines de congélation pour la conservation de la nourriture, pour tenter de congeler les produits sans avoir de perte de qualité ou de texture, et ainsi contrôler la formation de cristaux de glace. Une autre utilisation est un peu plus funky. On connaît la partie N-terminale des protéines des gels, qui permet à la protéine de s'ancrer dans la membrane, et on connaît la séquence du gène de cette protéine. Donc, ce qu'on peut faire, c'est insérer un gène dans cette séquence de manière à avoir une protéine d'intérêt synthétisée par la bactérie, qui va avoir ce petit bout en N-terminal, afin que la bactérie produise la protéine et l'arbore sur sa membrane. Ça permet 1 de produire la dite protéine, et 2 ça permet de l'isoler beaucoup plus facilement. Habile. Cette technique, c'est ce que l'on appelle le protein display. Par exemple, on peut l'utiliser pour les protéines virales, ou améliorer l'efficacité de certaines enzymes pour la bioremédiation, ce dont on parlera beaucoup plus tard. On peut aussi se servir de cette technique pour l'identification de microbes. Reporter l'expression d'un gène d'intérêt dans une bactérie. Si le gène est exprimé, pouf, la protéine se trouve sur la membrane. Et le lien avec la pluie et les plantes dans tout ça. L'atmosphère qui nous entoure est un vrai bouillon de culture. On a de tout, bactéries, archées, spores, fungi, bref, il y en a de tout et un peu partout. Et ces bestioles se déplacent par dissémination aérienne, utilisant les courants pour migrer où bon leur semble. Par exemple, sous 15 mètres d'altitude, il y a des centaines de milliers de micro-organismes qui prennent les transports en commun. Un exemple, dans les zones urbaines, on a retrouvé 1600 bactéries cultivables par mètre cube. Rappelez-vous qu'on considère qu'on arrive à cultiver seulement 1% de la diversité microbienne. Ça fait donc beaucoup de bactéries. Les micro-organismes voyagent, loin, très loin, et beaucoup. On a des preuves de ça dès 1923. On a détecté des spores de fungi à 5000 mètres d'altitude, puis on a eu de plus en plus de preuves de ça. Pour ce qui est des bactéries qui provoquent le gel, on a attendu les années 80 pour se pencher dessus. Et du coup, on a plein de questions à propos de ça. Comment elles survivent au stress, par exemple? Parce que les UV, l'humidité, le manque de nutriments,
Tout ça va générer du stress à la bactérie. Mais aussi, comme on se retrouve avec des bactéries qui provoquent le gel, et donc entraîner la condensation de l'eau en suspension, on se dit tiens, il n'y aurait pas un lien entre ça et la pluie, et le temps de merde en Bretagne. Je vois pas le rapport avec la Bretagne. Un autre truc qui va dans ce sens, c'est que les terres irriguées ont une grosse influence sur la pluie. Il a été observé que la déforestation en Afrique et dans les îles Canaries entraîne une baisse de précipitations, alors que les zones boisées, elles entraînent une hausse des pluies. Tout est lié. Plusieurs milliers de bactéries par mètre cube ont été détectées dans l'air au-dessus des forêts et des autres cultures, avec un pic entre 10 puissance 6 et 10 puissance 9 bactéries par mètre cube, donc millions ou milliards. Pour les cultures de blé et de haricots, on trouve des flux de 50 à 500 cellules cultivables par mètre carré par seconde. Donc oui, les plantes émettent des bactéries qui vivent, qui emménagent, qui se reproduisent et qui se déplacent sur les plantes. Pour vous donner une idée, une seule feuille peut porter jusqu'à 10 millions de cellules par centimètre carré. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, sur les 10 puissance 30 cellules de bactéries sur Terre, on estime que 10 puissance 25 sont sur des feuilles de plantes. Pour ajouter des chiffres, les plantes émettent entre 50 et 500 cellules par mètre cube par seconde, avec un taux de dépôt de ces braves petites bêtes de 1 à 10 cellules par mètre cube par seconde. De l'atmosphère en plein sur vos tronches. Les bactéries vont se nourrir de ce qui se trouve sur la plante, mais aussi des nutriments qui s'échappent de la feuille une fois blessées. Et ça, vous allez le voir, c'est important pour la suite. Comment ça se fait-il que ça se passe? Qu'est-ce que ça veut dire que ceci? Les plantes sont des sources de micro-organismes. Oh merde! Oh, c'est con ça! On en a parlé juste avant. On observe près de 76 000 bactéries par centimètre cube par jour pour de l'herbe, et plus de 2 millions au-dessus des champs de haricots, avec un gros flux d'arrivée de microbes quand il pleut. C'est normal, il pleut. Les scientifiques se sont donc dit qu'il y a un cycle où la colonisation des plantes par des bactéries réfrigérantes contribue à augmenter les précipitations, ce qui augmente la croissance des plantes. Qui ont besoin d'eau, ça tombe bien, et la croissance des microbes qui y vivent vont se développer et se disséminer sur de nouvelles plantes, qui vont entraîner une augmentation des précipitations, et donc une croissance des plantes. Ça tombe bien. Ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle la bioprécipitation. Il ne faut pas confondre vitesse et bioprécipitation. Il a fait ça de lac de nerfs du content. Du coup, pour favoriser les pluies, on pourrait arrêter la déforestation. Et ça, je dis rien. Et voyons la star de la bioprécipitation, Pseudomonas syringae. C'est la bactérie qui fait pleuvoir, ou qui fait neiger. Son enveloppe cellulaire comprend des protéines INA, on en a parlé juste avant, qui nucléent l'eau, vous pourriez donc la trouver au centre d'un flocon de neige. C'est aussi la cause des dégâts du gel chez les plantes. Il porte le nom du lilas, Syringa vulgaris, dont elle a été isolée pour la première fois. Et c'est aussi la cause des pouvoirs d'Elsa. Depuis les années 70, on sait que Pseudomonas est impliqué en tant que nucléateur de glace biologique atmosphérique, les bactéries en suspension dans l'air servant de noyau de condensation des nuages. Des preuves récentes suggèrent que l'espèce joue un rôle plus important qu'on ne le pensait auparavant dans la production de pluie et de neige. Ils ont également été trouvés dans les noyaux de grêlons, contribuant donc encore plus à la bioprécipitation. En 2016, les scientifiques ont appris que Pseudomonas utilise certaines protéines de sa membrane externe pour fabriquer de la glace. Premièrement, ces protéines modifient l'ordre des molécules d'eau, les forçant à former une structure plus solide comme celle de la glace. Et pour faciliter ce processus, les protéines extraient également la chaleur de l'eau, la faisant geler quelle que soit la température ambiante. Oh, there goes. On pense également que ces microbes contribuent à la formation de pluie et de neige lorsque le vent les entraîne dans l'atmosphère. Pseudomonas syringae produit des protéines actives de nucléation de la glace, les fameuses INA, Ice Nucleation Active, qui provoquent le gel de l'eau dans les plantes, à des températures relativement élevées, entre -8 et -3,8 degrés Celsius. Permets-moi de rester de glace. Je parle de l'eau dans les plantes, qui gèle à une température plus basse que 0 degrés, qui résulte de dommages pour les plantes. En même temps, des cristaux de glace à l'intérieur, c'est pas très agréable. Pseudomonas syringae, plus que tout autre organisme ou minéral, est responsable des dommages causés par le gel superficiel chez les plantes exposées à l'environnement. Pour les plantes sans protéines anti-gel, les dommages causés par le gel se produisent généralement entre -4 et -12, en général. Car l'eau dans les tissus végétaux peut rester à l'état liquide surfondu. Pseudomonas syringae, elle, peut provoquer le gel de l'eau à des températures aussi élevées que -1,8, c'est pour vous dire. Mais les souches provoquant la nucléation de la glace à des températures plus basses, jusqu'à -8, sont plus courantes. La congélation provoque des lésions dans l'épithélium et rend les nutriments des tissus végétaux sous-jacents disponibles pour les bactéries. On casse une croûte. Firmicutes, Enterobacteriaceae et Xanthomonaceae ont également été identifiés comme catalyseurs pour la formation de glace, par Feiler et collègues en 2017. Les bactéries nucléatrices de glace biologiques sont des catalyseurs, elles accélèrent la formation de glace. Elles jouent un rôle fondamental dans l'écosystème, non seulement en régulant le climat,
mais également en facilitant le développement de la végétation. Ce sont des organismes fondamentaux à étudier qui peuvent nous faire comprendre énormément sur notre environnement, mais qui mettent également en lumière l'importance des micro-organismes dans notre environnement. Prévision météo, ça va geler. J'espère que cet épisode vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine pour encore plus de microbes.